c'était hier. Quand on ratait un appel client, on perdait un client. Mais hier, c'était hier. Aujourd'hui, SFR invente le pack Business Entrepreneur, la nouvelle solution tout en un télécom et cloud pour les TPE. Plus aucun appel perdu. Tous vos appels fixes et mobiles arrivent sur votre smartphone. Passez au business supérieur avec le pack Business Entrepreneur. Découvrez tous ses avantages au 1001. Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine. SFR. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec Franck Ferrand, aujourd'hui, nous avons rendez-vous au cœur de la vie des Kennedy. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Je le disais à Wendy il y a quelques minutes, le 22 novembre, évidemment, nous ferons une émission spéciale pour le 50e anniversaire de la mort du président Kennedy. Vous savez que c'est une affaire qui n'est pas, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, qui n'est pas du tout résolue aujourd'hui. Il y aura beaucoup à dire, évidemment. Aujourd'hui, à titre de préambule, c'est la saga de cette famille et plus particulièrement le sort du frère du président, Robert Kennedy, que j'aimerais évoquer en compagnie de Thomas Negaroff, grand connaisseur des États-Unis, de la présidence des États-Unis et auteur d'une nouvelle biographie, Kennedy, une vie en clair-obscur chez Armand Collin. Signalons à nos auditeurs parisiens ou à ceux qui viendraient à passer par Paris que la galerie Joseph, rue de Turenne dans le Marais, propose à partir de demain une exposition de photos dont 55 inédites et puis des séquences de films, des objets, etc. C'est intitulé JFK 1963-2013 et nous en parlerons dans un instant avec le commissaire de cette exposition. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Laure. Et oui, Laure, qui est une de nos très fidèles auditrices et que j'embrasse, qui nous demande l'origine de la monnaie américaine, le dollar, et la raison de la couleur verte. On est tout à fait dans le thème. Dans le thème, évidemment. La réponse, donc, à la fin de l'émission. En attendant, place à la saga des Kennedy. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il y a un destin des Kennedy comme il y a un destin des Atrides. Et évidemment, on peut dire que la presse y a largement contribué. Jack et Jackie ont symbolisé de manière lumineuse l'Amérique rajeunie des années 1960. Des hommes nés dans ce siècle, disait le président au moment de son discours d'investiture. Et comme tous les sujets en pleine lumière, ils ont eu leur part d'ombre. C'est le titre de l'ouvrage de Thomas Negaroff, Une vie en clair-obscur. Une ombre que les historiens n'ont pas fini de scruter avec une certaine délectation. La lumière, évidemment, c'est un jeune couple moderne, souriant, beau, bronzé, détendu, se laissant prendre en photo en vacances dans des tenues casual, robe fleurie pour Jackie, pantalon école, veste de golf, polo ouvert pour le président, enfin pour celui qui va devenir le président. L'ombre, c'est un couple stressé, traqué, poursuivi par la presse. D'un côté, le cynisme désabusé de John, une certaine hauteur évanescente du côté de Jackie, et puis la maladie, et puis la tromperie. On reviendra sur tout ça, évidemment. La part de lumière, ce sont deux beaux enfants, Caroline, née en 1958, et John, né en novembre 1960, juste après l'élection de son père à la présidence, mais aussi les hamsters de Caroline et les chiens de John, Pushinka, la fille de Laïka, vous savez, la première chienne spatiale russe, qui était un cadeau du président Khrouchtchev. John Fitzgerald Kennedy avait un amour immense pour les animaux et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été souvent photographié. Il faut imaginer des animaux qui courent partout à la Maison Blanche, Uncle Jack décontracté qui joue avec ses neveux et nièces sur des carrés de pelouse rassurants, enfin on connaît tout ça par cœur. La part d'ombre, c'est une fausse couche de Jackie en 1956, mais aussi un enfant, Patrick, mort au berceau en août 1963, et des dissensions graves dans le couple liées aux fréquentes infidélités du président. D'un côté, la plus grande success story de l'histoire américaine, celle d'une famille d'origine irlandaise, prenant d'assaut les sommets de la finance et de la politique, des gens rich and famous, colliers de perles et belles voitures, qui suralimentent les pages glamour des magazines, et puis de
l'autre, une famille à la fortune plus ou moins sulfureuse et qui semble marquée par le destin, qui semble marquée aussi par le drame entre l'attentat du président à celui de Robert, du procès du neveu William en 56 à l'accident meurtrier et obscur survenu à Edward en 1969, du cancer précoce du neveu Teddy à la mort brutale en avion du fils du président, surnommé John, adulé par les Américains, ça c'était en 1999. Donc vous l'avez bien compris, une famille à la fois élue et maudite, un peu l'équivalent d'une famille royale à l'américaine, si l'on peut dire. L'ascension du clan Kennedy commence en 1849, rassurez-vous. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire des Kennedy depuis le milieu du 19e siècle, mais il faut quand même connaître cet ancêtre fameux, ce Patrick Kennedy, qui a quitté Kilkenny en Irlande, et qui a quitté la misère par la même occasion, pour aller s'installer à Boston. C'est vraiment l'émigrant typique de cette deuxième moitié du 19e siècle. Il va ouvrir d'abord une taverne, il réussit assez bien. Avec sa femme Bridget, il a 5 enfants, dont un certain Patrick Joseph, qui est lui aussi à son tour cabaretier, mais on est là, vous savez, au tournant du XXe siècle et même dans les années de la Prohibition. Il est un importateur d'alcool, il fait une carrière politique, modeste, c'est un conseiller municipal, mais quand même c'est quelqu'un qui a réussi et qui à sa mort laisse une centaine de milliers de dollars. Il a épousé lui une jeune fille de la bonne société bostonienne, c'est comme ça aussi qu'on gravit les échelons bien entendu, et il va offrir à son fils Joseph des études à Harvard. Voyez donc un processus d'élévation sociale sur plusieurs générations. Alors, le personnage central, celui sur lequel il faudrait peut-être s'attarder le plus, c'est le fameux Joe, c'est ce Joseph Patrick, qui est donc le fils des précédents. À 26 ans, au moment de la Première Guerre mondiale, il est le plus jeune directeur de banque des États-Unis, en l'occurrence la Columbia Trust. Il multiplie les investissements, alors dans tous les domaines, les mines, l'immobilier, la construction de bateaux, le cinéma, etc. C'est un spéculateur. Les spiritueux aussi, en pleine prohibition, il se livre à la contrebande d'alcool. Lui aussi. Il fait pour cela alliance avec un certain nombre de gangs de New York, de Chicago, liés à la mafia. Il importe une grande quantité de gin sous prétexte de transformer ça en médicaments. Vous savez, c'était une des excuses de l'époque. Et c'est ce qui va, du reste, multiplier ses avoirs. Sa fortune croît dans des proportions considérables. Et il est, par ailleurs, un homme influent, bien placé dans le Parti démocrate, proche de Franklin Delano Roosevelt, qui le nomme pour le remercier ambassadeur à Londres. Le comble, vous avouerez, pour un Irlandais. Mais il fait bonne figure. Joe continue de mener ses affaires, plus ou moins avouables. Il développe une ambition politique personnelle. Il aimerait bien se retrouver un jour à la Maison-Blanche. Seulement, il a des graves difficultés avec le président Roosevelt. On verra tout à l'heure à quel sujet. Il est obligé de démissionner. Il n'empêche qu'il est quand même classé parmi les 6 premières fortunes des États-Unis. Et il a bien l'intention, puisque lui n'est pas, il est tout à fait au sommet, il a bien l'intention de faire en sorte que la 4e génération, la suivante, y accède à ces sommets, à cet empiré américain. Il a eu 9 enfants, dont 4 fils. Alors, l'aîné, c'est Joe Kennedy Jr., vraiment, on peut dire, l'obsession de son père. Il veut le pousser jusqu'à la présidence du pays. Seulement, en juillet 1944, le beau, le jeune, le brillant Joe Kennedy, qui a 26 ans, s'abîme au-dessus de l'Allemagne dans un avion de l'aéronaval. Il avait accepté une mission beaucoup trop risquée, certains ont dit quasiment une mission kamikaze. Vous imaginez l'effroi dans la famille, consternation, mais il reste 3 fils à Joseph. John Fitzgerald d'abord, celui qu'on appelle Jack dans la famille, Robert, qu'on appelle Bob ou Bobby, et puis Edward, Teddy. Joe, évidemment, va jeter son dévolu sur l'aîné de ces 3 survivants, sur Jack, celui qui, effectivement, ne tardera pas à devenir président des États-Unis. Extrait de la bande originale du film Bobby, film sorti en 2006. N'oubliez pas que vous pouvez réagir à l'émission et nous envoyer vos messages par mail sur europe1.fr ou encore sur Twitter, celui de Franck Ferrand ou #ACDH. Et sur la page Facebook de l'émission, où ça y est, nous avons atteint les 10 000 fans. La 10 000e s'appelle Déborah. Voilà. Exactement. Bonjour Déborah. Bonjour Déborah et félicitations puisqu'elle va très bientôt recevoir votre livre, Franck, l'un de vos livres en tout cas, du sang sur l'histoire, avec une jolie dédicace. Oui, c'est l'adaptation d'un certain nombre de nos émissions ici au cœur de l'histoire. C'est coédité par Flammarion et Europe 1.
Voilà, donc elle recevra également des goodies. On lui envoie tout ça très très rapidement. Tout un petit colis. On colis. remercie tous nos fans évidemment pour leur fidélité. La suite de votre récit sur le clan Kennedy, Franck. Merci beaucoup, je suis ravi. Donc ça veut dire que nous avons maintenant 10 000 membres, même un peu plus sur cette page Facebook. Merci de votre fidélité et j'en profite pour saluer tous ceux qui nous suivent par les différents réseaux sociaux, qui renvoient des tweets. J'y connais pas grand-chose tout ça, mais je commence à m'y mettre. Là, ça devient intéressant. On se prend au jeu, vous savez, petit à petit. Alors revenons évidemment quelques 70 ans en arrière. L'entrée de John dans la carrière, dans l'arène politique, c'est pas très longtemps après la mort de son frère, c'est dès 1946. Alors d'abord avec la Chambre des représentants, il faut imaginer ce que peut être évidemment la propriété familiale de Cape Cod à l'époque avec ce Brain Trust, ce groupe de conseillers jeunes, enthousiastes, joyeux qui vont faire la célébrité de ce jeune candidat bientôt député. En 52, il vise carrément le Sénat, Jack ou John Fitzgerald, comme vous voudrez. Son adversaire n'est pas n'importe qui, c'est Henry Cabot Lodge, qui est l'une des deux plus illustres familles de Boston. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas pour adversaire un débutant en politique, mais il réussit à chaque fois. Et on peut dire que le clan familial se mobilise. Chacun met la main à la poche pour financer les campagnes. On monte une série, on est pourtant tôt, on est encore dans les années 52, 53, 54, mais on monte une série télé, enfin pas une série, mais une émission qui s'appelle Une tasse de thé avec les Kennedy, qui va faire beaucoup pour la popularité, bien sûr, de la petite famille. Donc Cabot Lodge est battu à la surprise générale. Et sur le plan privé, John épouse le 12 septembre 1953 Jacqueline Bouvier, la fille d'un important financier de Wall Street, ruiné. Elle est belle, elle est riche, elle est intelligente, elle est incroyablement glamour. On peut le dire, elle est un atout de poids dans la course inévitable à la présidence. Le candidat John Fitzgerald Kennedy avait deux grands handicaps. D'une part, sa jeunesse, il n'a que 42 ans, c'est un petit peu jeune pour viser la Maison-Blanche. Et puis d'autre part, il est catholique. Mais il le dit et le répète, je me refuse à croire que j'ai été privé de devenir président le jour de mon baptême. Il ne se cache pas de sa catholicité. Il va presque en faire, un argument. Il faut imaginer toujours la famille qui se bat derrière. Il est il est élu candidat pour les démocrates à la convention démocrate du 13 juillet donc 1960 à Los Angeles, et il a pris Johnson en ticket, c'était son principal concurrent dans le parti, et il va affronter celui qui 15 jours plus tard est désigné par la convention républicaine, évidemment Richard Nixon. Le match promet d'être passionnant. On connaît le résultat. Le 9 novembre 1960, John Fitzgerald Kennedy est élu 35e président des États-Unis. Il ne restera président que 3 ans, évidemment, jusqu'au jour fatidique de ce 22 novembre 1963. Alors, il faut se rappeler ce qu'a pu être l'image des Kennedy. Je dis bien l'image, c'est très important. Vous avez vu à quel point on parle d'image, de photos depuis le début, mais parce que ça a joué un rôle essentiel. Ils savaient jouer avec les médias, ces gens-là. C'est Béatrice de Rochebouette dans le Figaro il y a quelques années qui donnait cette description que je trouve tout à fait précis, tout à fait juste. Elle parle d'un écrin cosy et lumineux avec ses moelleux canapés en chintz fleuris, ses meubles Chippendale en bois couleur miel de la Nouvelle-Angleterre sur des planchers vernis blancs, ces amusants paniers en osier pour partir à la pêche ou en pique-nique, l'image du couple parfait, incarnant dynamisme et charisme, jeunesse et richesse, modernité et vitalité, se livrant avec ses enfants au sport en plein air, fouettés par le vent de l'Atlantique. Eh bien, ces images, ce genre d'images, on les retrouve dans cette exposition JFK, dont le commissaire est Frédéric Lecondieu, et nous avons Frédéric Lecondieu en ligne. Bonjour. Bonjour Franck. Merci beaucoup de nous parler donc de cette exposition qui ouvre demain à la Galerie Joseph, dans rue de Turenne, dans le Marais. C'est exact. Alors vous avez réuni un grand nombre de photographies, dont beaucoup d'inédites. Oui, on a sélectionné, parce que depuis maintenant 15 ans je travaille sur les archives Kennedy, j'ai vu à peu près une 50aine de mille de photos et j'avais promis de faire une exposition avec 240 clichés, mais dont une bonne 60aine qui n'ont pas été montrés en France, ou rarement, elles sont inédites. Et c'est les anecdotes, c'est la petite histoire derrière l'histoire de la photographie qui va intéresser sans doute les visiteurs. Alors, il faut dire que vous avez été proche de Pierre Salinger, vous, et vous aviez monté une exposition à l'UNESCO en 98, d'ailleurs, sur les Kennedy déjà.
En 98, on avait monté une exposition avec la famille Kennedy. Robert Kennedy Jr. a été venu inaugurer l'exposition. Ça a été fantastique, il y a eu énormément de monde. Et surtout, on s'était aperçu encore l'émotion que soulevait le mythe Kennedy et l'histoire de ce président. Parce qu'en fin de compte, il a très peu gouverné, il a gouverné 1000 jours. Mais pour les gens, c'est resté une légende. Et c'est surtout celui qui a montré les étoiles aux minorités raciales, aux gens qui étaient un petit peu les laissés pour compte de l'Amérique et du reste du monde. Et ce travail-là, il va être poursuivi après la mort de Jack par son frère Robert, celui qui avait été donc attorney général et qui va devenir à son tour l'incarnation de cette Amérique un peu délaissée pour compte. Oui, parce que Robert Kennedy, il faut savoir que Kennedy, John, quand il se levait le matin, comme disait Jackie, il parlait politique. Il se couchait politique. Le midi, il parlait que de politique, c'était sa journée. Tandis que Bobby Kennedy, c'était un idéaliste, c'était un romantique. C'est lui qui avait fait la phrase de Robert Shaw. Il avait un petit peu transformé en disant « Je vois le monde tel qu'il est, je me dis pourquoi, et je rêve d'un autre monde, et je me dis pourquoi pas ». C'était franchement quelqu'un qui a voulu reprendre l'héritage de son frère. C'était très difficile au départ, parce que quand John est parti, on imaginait à travers Robert Kennedy le fantôme de JFK. Et puis petit à petit, il a pris de la maturité. Sa voix nasillarde s'est un peu effacée, parce que c'est vrai qu'il avait une voix plus difficile à entendre que celle de John F. Kennedy. Ses discours se sont concentrés sur les minorités raciales qui avaient complètement perdu espoir après la mort de Martin Luther King. Quand King a été assassiné en 68, alors là c'était en avril, c'était vraiment le désespoir vis-à-vis des Noirs en majorité qui disaient mais qui va maintenant nous défendre? Et Robert Kennedy a apporté ça. Et surtout, pendant la campagne de 60, c'est lui qui va orchestrer le marketing, c'est lui qui va dissimuler la maladie d'Addison dont souffrait son frère John. Il fait un travail magnifique et c'est lui aussi qui va servir d'interface. Ça, c'est très important sur deux sujets. C'est sur les droits civiques, parce qu'il explique à Martin Luther King qu'il faut être patient. Quand Kennedy entend le discours « J'ai fait un rêve » de Martin Luther King, il le convoque à la Maison-Blanche. Il dit « Écoutez, vous avez fait un discours magnifique » parce que lui il a toujours aimé les grands orateurs, Churchill, De Gaulle, etc. Il adorait relire leurs discours. Il dit « Vous avez fait un discours remarquable. 250 000 personnes vous ont écouté. Pourtant, je vous avais déconseillé d'y aller parce qu'il avait craint des violences entre les Blancs et les Noirs. Mais il m'a dit « Écoutez, moi aussi, j'ai un rêve. Je vous promets que ce rêve va se réaliser en 64, mais il me faut me laisser du temps. » Et c'est Bobby Kennedy qui va faire l'interface entre cette association qui est menée par le pasteur King et la présence de Kennedy. Et ensuite, surtout, là où c'est important, Franck, c'est le travail que va faire Robert Kennedy avec la carte blanche de John F. Kennedy, la lutte contre la mafia. Parce qu'il faut savoir que quand son frère est arrivé au pouvoir, Hoover, qui était le patron du FBI, avait dit « Mais il n'y a pas de crime organisé en Amérique. Nous, le problème chez nous, ce sont les communistes. » Et Bobby, quand il a été nommé ministre de la Justice, a dit, écoutez, il y a 40 000 fonctionnaires qui travaillent ici dans ce building, à Washington. Maintenant, c'est fini. Ils vont plus travailler pour enquêter sur 3 000 Américains qui, soi-disant, ont des sympathies communistes. Il faut absolument anéantir la gangrène qui touche l'administration américaine, qui est le crime organisé. Et là, il va prendre des risques colossaux. Et JFK va lui donner carte blanche pour ça. Alors, on va parler justement dans la suite de mon récit. Je vais évoquer la carrière à son tour interrompu de Bob Kennedy. On le voit bien sûr sur un certain nombre des clichés qui sont exposés à la galerie. Et en fait, ce qui est assez frappant, c'est la différence, c'est l'écart qu'il peut y avoir entre l'image donnée et la réalité. Je pense notamment à cette photo où on voit les trois frères Kennedy en maillot de bain sur la plage qui ont l'air de dieux grecs, alors qu'en fait, on sait que notamment John était malade et qu'à l'époque, ça se passait au plus mal d'ailleurs au moment de cette photo. Quand ils ont fait cette photographie, c'était fait par Life Magazine, John sort des flots de l'océan, immédiatement il porte un corset. Alors ça, c'est dissimulé. Quand j'allais à Boston pour faire les archives, pour préparer cette exposition, on le voit marcher avec des béquilles ou sans béquilles. Voilà, c'est ça. C'est le calvaire, c'est une souffrance terrible. Alors, les journalistes le savent, Franck, ils sont au courant, il y a beaucoup de journalistes qui le savent. Mais c'est par sympathie, et vraiment par sympathie. Il y a une photo d'ailleurs dans l'exposition où on voit qu'il va aller au yacht présidentiel le Marlin, et il grimpe avec ses béquilles. Votre invité l'a vu ce matin. Et en fin de compte, les journalistes ne vont pas montrer cette photo. Nous, on l'a récupérée, elle a été montrée 40 ans après, mais par sympathie, par correction, ils ne vont pas le montrer. Alors c'est vrai que même Franklin Roosevelt, quand il était poliomyélite, on évitait de le montrer sur sa chaise roulante. On essayait de toujours. Oui, bien sûr, il y a toujours eu ce travail, bien sûr, c'est évident. Voilà. Donc c'est un travail qui existait tout le temps. Mais c'est vrai que l'image de la réalité, c'est quelqu'un qui a énormément souffert toute sa vie. C'était une fois, Pierre Salinger lui a demandé, est-ce que c'est vrai, Jack, que vous souffrez? Il m'a dit, écoutez, c'est comme si on m'envoyait une fourchette à travers ma colonne vertébrale, et c'est ce que je ressens tous les jours. Merci beaucoup Frédéric Lecomte-Dieu. Donc l'exposition JFK 1963-2013 ouvre demain à la Galerie Joseph dans le Marais à Paris. Europe 1, 14h, 15h. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Et vous continuez, Franck, à nous conter le destin incroyable du clan Kennedy, et notamment celui de Robert Kennedy. Eh oui, parce que au moment de l'attentat contre le président Kennedy en novembre 63, on était 2 jours seulement après le 38e anniversaire de Robert Kennedy, qui avait déjà, vous imaginez, une grande carrière à son actif. Ce Robert, ce Bobby, il aurait pu devenir, on peut toujours faire de l'histoire fiction, mais il aurait pu devenir le véritable grand homme de la famille si on lui en avait laissé le temps, vous savez. Il était le 7e enfant de Joseph. Il a toujours eu un petit peu, comment est-ce qu'on pourrait dire, des difficultés pour s'affirmer. Il faut imaginer que son père avait capitalisé, c'est vraiment le terme, je crois, sur les aînés, que sa mère de son côté chouchoutait le petit dernier, Ted. Lui était un petit peu pris entre les deux, c'était l'ado timide, vous savez, un petit peu timoré avec les filles. Il a demandé à s'engager dans l'armée, mais son père le lui interdit. Alors il s'enrôle dans la marine, il s'engage comme simple matelot sur le destroyer Joseph P. Kennedy Jr., du nom du frère aîné, celui qui était mort au combat, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors il va faire de grandes études, il est diplômé en sciences politiques, et puis il devient avocat, et il est diplômé d'avocat de l'Université de Virginie en 51, s'inscrit au bureau du Massachusetts, et il va devenir, parce que ça c'est sa nature, si je puis dire, il devient avocat à la division criminelle du ministère de la Justice, en 51-52. C'est quelqu'un qui fait de l'investigation, Bobby, qui va toujours chercher ce qui se passe derrière les choses. On a beaucoup parlé d'apparence et d'apparence trompeuse depuis le début de cette émission. Eh bien, lui essaie d'aller au-delà, en quelque sorte. C'est un homme qui a le sens des rapports de force, des réseaux, ô combien. Il va d'ailleurs être parfaitement à sa place en 52 lorsqu'on lui confie la charge de s'occuper de la campagne pour l'élection de son frère au Sénat. Et on peut dire qu'il devient en quelque sorte the brain, il devient le cerveau de la famille. Alors, vous voyez à quoi il ressemble, Bob Kennedy, un peu petit, fluet, l'œil comme ça, qui a l'air candide, un air un peu étudiant. C'est un peu comme ces mormons qui viennent de temps en temps frapper pour vous vendre, pas pour vous vendre, mais pour vous donner des bibles, un peu ce côté-là comme ça. Le blondinet ultra actif, auquel on ferait parfaitement confiance, alors qu'en vérité, c'est un homme d'une ambition extraordinaire, d'une énergie intime considérable, calculateur, organisateur et doté d'un sens inné de l'autorité. C'est un religieux par ailleurs, c'est de loin des 4 frères, c'est celui qui est le plus pratiquant, le plus pénétré des idéaux catholiques. En parallèle, il travaille, il faut quand même le dire, avec le sénateur Joseph McCarthy. Il devient conseiller assistant de la commission Hoover en 53. Il s'intéresse au trafic d'un puissant patron de syndicats routiers et à ses alliances avec la mafia new-yorkaise. Il faut dire qu'il est né dedans un peu en quelque sorte, donc il sait de quoi on parle lorsqu'il s'agit de relations occultes. C'est un homme qui d'emblée se trouve, on peut dire, dans les coulisses. Au moment de l'élection présidentielle, évidemment, c'est lui. Il est un de ceux dont on peut dire qu'ils ont conduit John à la victoire. Il avait épousé Ethel Skakel en 1950. Ils auront 11 enfants. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les enfants. On va peut-être y venir dans un instant avec Thomas Snegarov. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est sa relation assez étrange avec Jackie Kennedy, avec sa belle-sœur. Une sorte d'amour platonique, probablement, pendant longtemps, et qui, après la mort du frère, va se muer en véritable amour. Vous imaginez, on est là vraiment, on parlait des Atrides tout à l'heure, on est dans une véritable tragédie antique. C'est quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Ça ferait un bon feuilleton télé, ça y est, c'est déjà fait. Peut-être pas très bien d'ailleurs, mais enfin bon. Il a été donc le ministre de la Justice de son frère. Il va peu à peu devenir l'incarnation des espoirs de toute la frange la plus avant-gardiste d'une certaine politique humaniste américaine. Il se veut le défenseur des laissés pour compte. Il devient en quelque sorte, si je puis dire, le porte-parole d'une Amérique de la contestation, des pauvres, des noirs, des opposants à la guerre du Vietnam. Il ne faut pas oublier l'importance de ce conflit dans la structuration politique de l'époque. Et il va finalement déclarer sa candidature à la présidence le 16 mars 1968. Ça y est, dira-t-il, je suis sorti de l'ombre de mon frère. Pas pour très longtemps, puisque, vous le savez, le 4 juin 1968, ce sera l'assassinat de Robert Kennedy. On va entendre tout à l'heure, juste après la publicité, on va entendre ce qu'on en a dit sur l'antenne d'Europe 1 à l'époque. Nous allons bien sûr parler de Bob Kennedy, mais pas seulement, puisque à travers lui, à travers son frère, c'est la dynamique d'un clan sans équivalent dans l'histoire américaine que nous allons essayer de cerner. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi des frères Kennedy. Avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Thomas Negaroff, historien et enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste de la présidence américaine, auteur notamment de Kennedy, une vie en clair-obscur aux éditions Armand Collin. Et oui, et je vous disais que nous allions entendre une archive. C'était donc le 6 juin 1968, le lendemain même de l'attentat contre Bobby Kennedy. Et c'était Gérard Alcan qui annonçait au micro d'Europe numéro 1 cet événement dramatique. Je pense avoir en ligne maintenant notre correspondant à Los Angeles, Gérard Alcan, qui se trouvait devant la porte de l'hôpital lorsque la mort de Robert Kennedy a été annoncée. Gérard Alcan ? Eh bien, il y a quelques minutes, Frank Mankiewicz est apparu, la mine complètement défaite, et a fait la déclaration suivante. Il était extrêmement dramatique et il a dit « J'ai une brève annonce à lire. Le sénateur Robert Francis Kennedy est mort à 1h34 aujourd'hui, 10 juin 1968. Avec lui était sa femme, sa sœur, Stephen Smith, son beau-frère, sa belle-sœur Jackie Kennedy. Il avait 42 ans. Ça a été un choc presque aussi important. Alors, moins populaire, moins frappant peut-être que la mort du président lui-même, mais ça a été un choc peut-être plus important dans l'histoire même des États-Unis, Thomas Negaroff, la mort de Bobby Kennedy. Alors plus important, je sais pas, mais pour contextualiser un peu, il faut expliquer que à ce moment-là, il est victorieux de la primaire en Californie. Et donc il est vraiment sur la voie d'être le candidat démocrate pour l'élection de 68, avec de bonnes chances de l'emporter. Donc c'est pas un président qui est assassiné, mais c'est un sérieux prétendant à la fonction présidentielle. Et ça vient, on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure, quelques mois après la mort de Martin Luther King. C'est des années quand même de grande violence qui vont se traduire notamment par des émeutes à Chicago. C'est quand même une période extrêmement troublée de l'histoire américaine, et peut-être que ça clôt un peu une période commencée 5 ans plus tôt avec la mort du grand frère de John Kennedy. Quand vous dites du grand frère, il faut bien dire qu'il y avait une importante différence d'âge entre les deux. Oui, mais paradoxalement, ils se sont retrouvés dès la campagne de 52, et malgré la différence d'âge... La campagne pour le Sénat, là. Pour le Sénat, pardon, et malgré la différence d'âge, John a toujours pris un grand soin de la vie de son frère. Et par exemple, lors de la crise de Cuba, qui a vraiment failli basculer sur la Troisième Guerre mondiale, il y a un très petit groupe de conseillers autour de John Kennedy qui est vraiment à deux doigts de déclencher une guerre atomique avec Khrouchtchev. Et le conseiller le plus proche, c'est Bobby Kennedy. Il y a des photos extraordinaires qu'on voit d'ailleurs à l'exposition, des deux frères comme ça en train de discuter à toute proximité de la Maison Blanche, en train vraiment de réfléchir à que faire. C'est presque un couple présidentiel, alors que Bobby n'est que ministre de la Justice. Il n'a pas de fonction dans la sécurité intérieure américaine, par exemple. Il a néanmoins une influence considérable au-delà de la sphère familiale, il faut dire. C'est quelqu'un qui va devenir il va peu à peu devenir un emblème, en quelque sorte. Après sa mort, vous voulez dire, ou pendant Après la mort du président. Oui, il va être le gardien du temple. C'est très clairement. À peine John Kennedy est-il mort, c'est terrible d'ailleurs. Bobby apprend la mort de son grand frère. C'est quand même son deuxième frère qui vient de mourir en très peu de temps. Sa sœur est déjà morte. Imaginez quand même. Il a perdu son grand frère Joseph, John, Kathleen, tout ça en très peu de temps. Et il apprend la mort du président, qui est son frère, mais aussi les présidents. Et il n'est pas encore dans le deuil. Immédiatement, il s'agit pour lui d'organiser le retour du cercueil et d'empêcher. Il peut pas montrer sa douleur. Absolument pas. Et d'empêcher absolument une chose en revanche, d'offrir à Lyndon Johnson, qu'il ne supporte pas, la photographie qu'attend Johnson, à savoir sortir de l'avion dans lequel il a déjà été investi président avec le cercueil pour symboliser la transmission du pouvoir. C'est impossible. Donc il arrive sur le tarmac, c'est assez impressionnant, on croirait un film américain. On sort le cercueil et le cercueil s'en va et Lyndon Johnson arrive tout seul dans la nuit avec son épouse, quelques journalistes, etc. Mais il lui a interdit ça parce que pour les Kennedy, le pouvoir présidentiel leur appartient et donc c'est à lui d'endosser ce rôle. Il y a quelque chose de dynastique finalement chez ces gens. Absolument. Et pour juste terminer l'histoire, seulement le lendemain, la nuit d'après en fait, il se permet d'être triste, Bobby, et pleure la nuit entière sur le cercueil de son frère. C'est un moment extrêmement dramatique. Et effectivement, la dimension dynastique, elle est très forte puisque dans l'avion qui ramène le corps de son mari, Jackie organise déjà les funérailles et a un modèle en tête, c'est Lincoln. Les funérailles quasi monarchiques de Lincoln, il faut faire les mêmes. Et les images, on les connaît de ces funérailles impressionnantes. On est en 1963 et pourtant, il y a des chevaux dans Washington et on va enterrer John Kennedy, où ça, à Arlington, cimetière militaire, et on va lui donner une flamme éternelle, ce qui est extraordinairement rare pour un homme unique.
Alors tout à l'heure, nous allons revenir sur les origines de la famille, bien entendu, sur cette invraisemblable ascension, sur les méthodes et les techniques que les Kennedy peu à peu avaient mis au point pour séduire l'opinion. On va parler de tout ça. J'aimerais qu'on achève, qu'on finisse avec les héritiers. D'abord, il y a le petit frère dont on parle pas souvent, Teddy. Qui va jouer un rôle aussi, lui, bien entendu. Oui, parce qu'à partir du moment, selon la bonne règle des Kennedy, le fils aîné sera président des États-Unis, Joseph est mort, John est mort, Bobby est mort, il reste le Ted, dernier, qui est déjà sénateur de l'État, qui est presque leur État à eux, de Massachusetts, ça leur appartient, c'est leur poste de sénateur. Mais malheureusement pour lui, là encore, la malédiction va frapper, puisqu'en 69, à Chappaquiddick, il a un accident de voiture, et il va laisser morte, finalement, sa passagère, s'enfuir, et le lendemain, le scandale est énorme, vous imaginez. Ça clôt un peu ses ambitions politiques, même si en 80, il tentera à nouveau. Mais le cœur n'y est plus, et lui-même n'avait pas forcément la volonté d'être président, et surtout, il manquait quelqu'un. C'est le père qui, vraiment, avait une injonction du père, et le père ayant disparu quelques années plus tôt, je crois qu'il y avait quelque chose de cassé dans la dynamique des fils aînés Kennedy. Oui, si c'est une dynastie, c'est une courte dynastie, voilà ce qu'on peut dire. Il n'y a pas eu finalement, ensuite, personne n'a relevé le flambeau. Au moment de la mort de John en 99, donc il était lui le fils de John Fitzgerald, on a parlé d'une malédiction. On peut parler d'une malédiction des Kennedy ? C'est une question qui m'intéresse beaucoup. Alors effectivement, John, quand il meurt, il a 40 ans, il meurt dans un accident d'avion, et on parle toujours de malédiction. Moi, je crois que vous, comme moi, et comme beaucoup d'auditeurs, on serait pas morts parce qu'on n'aurait pas pris cet avion. Et le grand frère Joseph Kennedy, il n'aurait pas pris non plus l'avion en 44 dans cette mission incroyablement dangereuse. Et le président... Un petit côté suicidaire, inconscient. Le président John Kennedy ne serait pas allé à Dallas avec toutes les menaces qu'il y avait sur sa personne. Non, ce qu'il y a, c'est que les Kennedy ont presque... Ils n'ont pas peur. C'est la pensée magique. Si je veux que tout aille bien, tout ira bien. Alors quand on est milliardaire, en général, ça fonctionne plutôt, mais pas toujours. Et ils vont au-devant de dangers très très graves. John Kennedy, on lui dit non, ne pars pas à cette fête, c'est dangereux. Et il prend quand même, il prend commande de cet avion, il va s'écraser quelques instants plus tard. Alors évidemment, l'un des aspects, on parlera de toute la politique aussi tout à l'heure, mais l'un des aspects fascinants de ce point de vue dynastique, ce sont leurs relations avec les femmes, et notamment la femme centrale entre ces deux frères, c'est Jackie Kennedy. Elle a été la maîtresse de Bob. C'est un vrai débat historiographique. La source qui le dit, c'est le concierge qui note beaucoup d'allées et venues de Bobby. J'ai pas la réponse, personne ne l'a. C'est effectivement très tentant de penser cela. Ce qui en plus aurait un intérêt, je trouve, ça serait de dire à quel point Bobby remplace le frère. C'est-à-dire qu'il le remplace même dans le lit de Jackie Kennedy. Je croyais, d'ailleurs, c'est marrant, quand vous avez commencé à dire qu'il y avait une femme importante, je pensais que vous alliez parler de Rose. De Rose, la mère, oui, ça Rose pourrait Kennedy, aussi. Qui est aussi effectivement un personnage central de la dynastie des Kennedy. Mais effectivement, Bobby, qui était par ailleurs beaucoup plus fidèle que n'ont pu l'être son père et son grand frère John, a certainement eu en tout cas beaucoup d'affection pour Jackie. Au-delà, je ne sais pas, mais ça a été effectivement quelque chose de très important pour lui de l'accompagner au moins quelques années après la mort de son frère. Moins qu'on puisse dire, c'est que John et Jackie ne formaient pas un couple idéal. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. En 56, vous évoquiez tout à l'heure cette petite fille morte née. C'est terrible parce qu'en août 56, John Kennedy est dans son activité préférée à part la politique. Il est sur la Côte d'Azur, au Cap d'Antibes. Il fait de véritables orgies sexuelles et on lui apprend que sa femme a fait une fausse couche. Il ne rentre pas. Il dit mais qu'est-ce que je vais y faire ? Et c'est seulement, vous voyez l'argument, et pour vous dire le niveau un peu du couple, c'est seulement quand l'un de ses conseillers lui dit, tu sais John, si tu ne rentres pas maintenant à Washington, tu peux faire une croix sur le vote féminin, qu'il rentre à Washington. Et à ce moment-là, Jackie a failli divorcer. Elle est partie chez sa mère, et elle restera, et elle aura ces mots impressionnants à ses amis, elle dira, ils sont trop forts, les Kennedy. Alors dans un instant, nous parlons de l'autre grande figure féminine de la famille, justement, cette Rose dont vous nous parliez à l'instant, Thomas Negaroff. Franck Ferrand, 14h, 15h. Près de son titre Kennedy Rose, puisqu'on parle aujourd'hui au cœur de l'histoire des frères Kennedy avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Thomas Negaroff, historien et enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste de la présidence américaine, auteur notamment de Kennedy, une vie en clair-obscur aux éditions Armand Collin. Alors justement, parlons-en de cette Kennedy Rose, chère à Patricia Cass, cette mère qui a joué un rôle aussi important, ça c'est très intéressant, Thomas Negaroff, que le père, que Joseph finalement. On a l'impression que ces deux êtres vont essayer de forger, de sculpter en quelque sorte des petits, des modèles d'ambition en vérité.
Oui, parce que tout à l'heure dans votre présentation, vous n'avez pas pu tout dire et vous avez notamment pas dit que le père de Rose Kennedy a été maire de Boston. Il a été lui-même représentant. D'ailleurs, le premier poste de représentant au Congrès, dans la famille, oui. Au Congrès de John Kennedy, c'est le poste en fait hérité de son grand-père, Oney Fitz, qu'il adorait d'ailleurs, John Kennedy. Effectivement, donc c'est une famille très politique des deux côtés. Rose souvent est présentée comme une femme très distante, qui n'aime pas ses enfants. Alors, je crois que c'est plus complexe que ça. C'est plutôt la lionne avec les lionceaux, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui effectivement n'est pas très charnelle. Elle ne dit jamais à ses enfants qu'elle les aime, elle ne les touche jamais. Elle part parfois faire des soldes pendant une semaine à Paris, laissant ses enfants avec une pléiade de nurses. Mais je crois qu'à l'époque, en fait, l'amour qu'elle leur transmet, c'est un amour extrêmement presque médical. Elle les pèse tous les jours, elle les mesure, elle les nourrit. Elle est très très attentive à leur bonne santé. Elle élève vraiment des petits soldats. C'est ça un peu l'image. L'expression que je cherchais, c'est ça, des petits soldats. Absolument, et voire des petits généraux, parce qu'un soldat, un Kennedy n'est pas un soldat comme un autre, c'est un général. Mais évidemment. Et je crois que ça va déterminer largement la vie affective des fils Kennedy, notamment de John, mais aussi de Bobby, qui sont des gens qui sont pas très chaleureux avec les gens, qui ont beaucoup de mal, notamment avec le contact physique. Alors pas tous les contacts physiques, je vois à quoi vous imaginez à quoi je fais allusion, mais c'est quand même, voilà, notamment dans les premières campagnes électorales de John, c'est quelque chose qui n'est pas très très naturel. En revanche, Rose sera un vrai atout politique pour ses fils. Elle va faire campagne. Elle a beaucoup d'admiratrices chez les femmes américaines. Elle raconte toujours comment elle a élevé 9 enfants, comment elle a rencontré le pape, la reine d'Angleterre. Enfin, c'est une figure importante de la vie mondaine et politique. Il y a cette américaine. fameuse famille athée avec les Kennedy, qui va jouer un rôle. C'est cette émission de télé où justement elle joue un rôle important. Là, bien sûr, c'est vraiment, on va la voir elle et les sœurs. C'est une famille en campagne en permanence. C'est-à-dire que vous avez à chaque fois les candidats opposants aux Kennedy disent toujours mais comment font les Kennedy? Ils sont dans tous les endroits en même temps, alors que les autres pauvres n'ont qu'un seul conseiller politique. Eux, c'est une famille qui fait campagne en permanence. Et ça, c'est assez frappant. Je suis toujours frappé par ces familles, qu'elles soient célèbres ou non, qui veulent faire des enfants des espèces de machines de guerre, en quelque sorte. Et là, c'est le cas. On a l'impression qu'ils conçoivent la vie de famille comme une sorte de défi permanent pour monter le plus haut possible, s'intégrer dans les réseaux bostoniens dans un premier temps, et puis, bien entendu, petit à petit, gravir les marches du pouvoir. Ça, c'est extraordinairement important. Je crois que c'est l'histoire des migrants finalement, des gens qui arrivent au 19e siècle, les Irlandais en l'occurrence, catholiques, à Boston, et il y a à Boston les grandes familles qui sont là depuis 1 ou 2 siècles, ce qu'on appelle les Brahmanes, notamment Cabot Lodge, qui l'a battu en 52, voilà. C'était une revanche sociale, c'était hyper important. Et ces gens-là tiennent le pouvoir, et les Kennedy, aussi riches soient-ils, il leur manque quelque chose, le capital culturel, le capital social, on les laisse pas atteindre. Et donc, ils ont un côté nouveau riche, disons-le. Et voilà, et Joseph dit, mais moi je vais leur montrer. Et donc il va ailleurs, dans l'alcool. Il va avec des femmes, à Hollywood. Il va dans des nouvelles formes de richesse et de respectabilité. Et la forme de respectabilité la plus parfaite, c'est de devenir président des États-Unis. Là, vous ne pouvez pas dire que nous ne sommes pas des Américains. Et donc va se jouer, je crois, cela. Mais c'est difficile d'avoir un père avec autant d'ambition. John Kennedy vivra dans l'ombre. Vous savez, vous avez employé l'expression d'ombre déjà pour Bobby par rapport à John. Et bien John dira la même chose par rapport à son grand frère. C'est très difficile d'être le deuxième chez les Kennedy. Et il y a cette lutte entre les deux frères aînés. Ça, c'est magnifique, cette affaire. Vous racontez ça. On a l'impression qu'en fait, John, peu à peu, va grimper, va dépasser l'aîné. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est très dramatique finalement, puisque John s'est construit une personnalité, disons, plutôt dilettante, un peu petit rigolo de la famille, tandis que son grand frère triomphe. Et puis pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a ce fameux accident de John. Enfin, c'est donc Joseph Patrick Jr. Voilà, qui a 2 ans de plus que lui. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un accident dans le Pacifique, sur le navire dont John Kennedy est le lieutenant-capitaine. Il est coupé en 2 par un destroyer japonais. Et là, John fait œuvre vraiment d'héroïsme, alors que d'avoir été découpé en 2, c'est pas vraiment très héroïque. En revanche, après, effectivement, il va sauver une partie de son équipage en nageant, en tirant certains du bout des dents, qui ne savaient pas nager. Il a été, je crois, réellement héroïque, même s'il lui avait honte plutôt d'avoir tué 2 hommes de son équipage. Et la stupéfaction de la mère, Rose, voilà, qui dit, mais ça y est, Jack est en train de dépasser Joe. Et il y a une photo très importante où on voit les 2 frères, très souriant en uniforme, mais il y en a un qui a un galant de plus que son frère. Et pour la première fois, Rose le dira dans ses mémoires plus tard, pour la première fois, John a dépassé Joseph, et elle dit, et je crois que Joseph l'a mal pris. Et moi, mon analyse, c'est que Joseph veut récupérer son magistère, son droit d'aînesse, et il va accepter une mission délirante. D'où le côté risque tout, qui va le conduire à la mort. Absolument, d'où le côté risque tout. Et donc, le pauvre John Kennedy se voit tout d'un coup héritier d'une ambition qui n'est pas la sienne, celle de son père, pour quelqu'un qui n'est pas lui-même son frère, et avec, je crois, c'est hyper important, et j'en parle beaucoup dans le livre, avec un corps qui n'est pas le bon corps
viril, héroïque, triomphal d'un Kennedy, puisque vous l'avez dit, John est extrêmement malade. Du coup, la clarté et l'obscurité, là, il faut inventer un nouveau personnage. Et je crois que Kennedy va vivre à côté de sa vie parce qu'il ne va cesser d'essayer de se coller à l'image qu'on attend de lui. Ça, c'est en quelque sorte, c'est un peu dommage de le révéler comme ça, mais c'est un peu la conclusion de votre ouvrage, c'est qu'en fait, John Kennedy n'a pas vécu la vie qu'il aurait aimé vivre. Et je ne parle même pas là du caractère interrompu de cette vie à cause de l'attentat. Mais d'une façon générale, il était à côté de son propre idéal, en vérité. Je pense. Alors après, il s'y est pris au jeu quand même. Il a aimé être président. Il a adoré même la Maison Blanche. Il a adoré le cérémonial qu'il y avait avec. Il a adoré tout ça. Il était vraiment très heureux en homme politique. Mais ça a été effectivement, c'est vraiment quelqu'un qui a dû vivre à côté et qui, je le répète, a dû en permanence vivre l'ambition d'un autre. Je crois que c'est essentiel pour comprendre un peu le personnage. Et chez les Kennedy, il n'y a pas d'écart, je le disais tout à l'heure, entre le fantasme et la réalité. Ce que je veux, je l'obtiens et je l'ai. Et ça, je crois que son rapport aux femmes, en tout cas c'est mon analyse personnelle, c'est en permanence vouloir s'assurer que ce que je veux, je l'obtiens. Vous savez, Kennedy, c'était, pour pas être un peu vulgaire, un très très mauvais coup avec les filles. Il était pas du tout attentif à leur plaisir. Ce qui l'intéressait, c'était la chasse, il le disait lui-même. La conquête elle-même, la conquête. En fait. C'est ce qu'on appelle un don Juan, en fait. Un don Juan, voilà, le don juanisme. Et ben, je crois que la mécanique du don Juan, c'est je veux me prouver en permanence et à nouveau, que je peux séduire, mais surtout que ce que je veux, je l'obtiens. Et ça a été avec la présidence, ça a été avec les femmes, ça a été avec le pouvoir, ça a été avec tout ce que vous pouvez imaginer, mais jusqu'à la fin, puisque le jour où il meurt, là, on a beau vouloir tout ce qu'on veut, quand la balle vous atteint, vous êtes mort. C'est assez fascinant, je trouve, cette figure présidentielle qu'on a, et ça va d'ailleurs avec l'exposition, c'est-à-dire que l'image du père de famille parfait et de l'homme en pleine santé, alors qu'en vérité, il est totalement malade et que il trompe sa femme à tour de bras. C'est quand même assez étonnant. Oui, et d'ailleurs, l'exposition que j'ai eu la chance de voir un petit peu avant tout le monde, elle est exceptionnelle à ce niveau-là. Mais c'est bien la moindre des choses. On a toutes ces images, et ces images c'est l'imagerie même, Kennedy, qu'on nous a vendue. Alors, tout à l'heure, Frédéric Lecomte-Dieu disait les médias les aimaient beaucoup, mais il y avait aussi à l'époque, comme ça, la transparence n'était pas vraiment à la mode. Il y avait on respecte la vie privée aussi, finalement, problématique soit-elle. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que même les républicains n'ont jamais vraiment attaqué John Kennedy, alors qu'ils savaient très bien ses frasques. La plus grande attaque sur la maladie d'Addison, qui aurait dû le tuer avant 50 ans et qu'on révèle qu'il diagnostiquait juste après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, elle vient de Lyndon Johnson lui-même. Donc c'est souvent dans son propre camp qu'il faut se méfier. Et c'est vite battu en brèche parce qu'on fait venir des médecins qui expliquent non, évidemment, les douleurs de John Kennedy, sa peau, etc. Tout ça vient évidemment de son acte d'héroïsme. Vous voyez comment on invente la réalité, c'est-à-dire que la faiblesse, eh bien, on la balaye et elle illustre, soit on la nie, soit elle illustre en réalité autre chose de plus grand, à savoir l'héroïsme. Alors on a beaucoup parlé dans cette affaire, on est d'un sexisme affreux aujourd'hui, on a beaucoup parlé de Joseph, de John, de Robert, de Ted. Et on oublie quand même qu'il y a 5 filles parmi ces 9 enfants. Oui, il y a 5 filles. D'ailleurs, il y a certaines des filles, les grandes filles, qui étaient que vraiment le père considérait presque comme des petits garçons, qui étaient, on revient encore là-dessus. Toujours les petits soldats. Et voilà, les petits soldats, et qui étaient vraiment même en campagne électorale permanente avec leur grand frère. Il y en a une qui est handicapée, et ça c'est terrible. Il y a un cas dramatique qui est Rosemary, qui va naître avec effectivement un manque d'oxygène dans le cerveau. Elle naît juste après John, en fait. Voilà, il est assez proche d'elle. Alors elle est pas absolument, elle est quand même capable de garder tous ses frères et sœurs à la plage. Elle est pas, mais les Kennedy, pour un Kennedy n'existe que quand il est le premier de la classe, quand il est le meilleur, quand il est fort, et donc ils vont tenter une opération délirante qui est une lobotomie de cette pauvre Rosemary. Oh là là là. Mais à l'époque on y croyait. C'était la mode, oui, c'est ça. C'est qui tout double. Voilà. Il préfère avoir un enfant, pardonnez-moi l'expression, légume ou en tout cas incapable de faire quoi que ce soit, plutôt que d'avoir cet enfant dont on a honte. Et malheureusement, l'opération va être un drame et on va la cacher. Ça complètement raté la lobotomie, puisque ça lui donne l'état mental d'une enfant de 3 ans. Et on la cache, on la met dans un couvent et on fait croire qu'elle est enseignante, mais on la cache parce que les Kennedy ne montrent pas leur faiblesse. C'est quand même une famille assez impressionnante. Vous voulez que je vous dise, ça fait pas rêver la vie des Kennedy. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas l'air très sympathique. Et non, tout ça avec le sourire, la beauté, c'est étrange. C'est une vie fascinante, mais moi j'ai pas envie non plus de garder que le côté obscur de John Kennedy, qui a quand même incarné quelque chose de très fort et qui a su, je trouve, c'est quand même un véritable caméléon, jouer un rôle que d'autres lui ont donné. C'est quand même pas donné à tout le monde, je crois. Thomas Negaroff, Kennedy, une vie en clair-obscur, c'est édité chez Armand Collin. Et je signale aussi que Frédéric Lecomte-Dieu sort un livre aux éditions Jourdan, Kennedy, la vérité sur le clan. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines. Et vous répondez, Franck, aujourd'hui à la question de l'or sur Facebook qui vous demande quelle est l'origine de la monnaie américaine du dollar. Ah oui, alors le dollar, ça c'est très bien parce que vous allez voir, ça pose énormément de petites questions. Alors d'abord, pendant longtemps, dans les colonies anglaises d'Amérique, on payait en livres, hein, évidemment. Il a fallu éditer d'ailleurs assez vite des billets en livres pour financer les différentes opérations. Et notamment, en 1775, le Congrès continental décide de créer une monnaie pour financer la guerre d'indépendance. C'est beaucoup plus tard, en 1792, qu'est passé le Coinage Act. Là, c'est la décision de faire du dollar la monnaie nationale des États-Unis. Alors d'où ça vient, ce dollar? Eh bien, en fait, c'était une monnaie, au départ, c'était des pesos, hein, tout simplement, les pièces de 8, en fait, qui circulaient dans les colonies espagnoles et britanniques d'Amérique. Et les anglo-saxons, les anglophones, l'avaient baptisé Thaler. Thaler, c'était l'ancienne monnaie des Habsbourg. Vous savez, à la grande époque, hein, 16, 17e, 18e, on payait en thaler dans toutes les possessions Habsbourg. Et thaler, vous voyez, en anglais, c'est devenu dollar, tout simplement. Et c'est là l'origine de ce mot et de ce nom. Et au moment où les États-Unis acquièrent leur indépendance, eh bien, ils font le choix de cette monnaie qu'ils vont officiellement appeler le dollar. Alors, au départ, c'est une monnaie en pièces seulement, bien entendu, avec la devise nationale, mais qui n'apparaît que tard, hein, seulement en 1864, In God We Trust. Et puis, vous savez que ça n'apparaîtra sur les billets américains qu'en 1955, cette devise. Donc il faut pas, de ce point de vue-là, il faut pas se tromper, bien entendu. Alors les États-Unis vont peu à peu éditer ces dollars. Alors pourquoi la monnaie verte? Eh bien parce qu'au départ le dollar était imprimé en noir avec des surimpressions de teintes, si vous voulez, pour éviter qu'il ne soit copié. Sauf que au lavage, les teintes partaient et qu'il était assez facile de copier les fonds de dollars et ensuite de fabriquer des faux billets. Alors, on va inventer, c'est Tracy Edson de la compagnie des billets qui a trouvé cette solution de trouver cette encre qui était parfaitement insoluble et qu'on ne peut pas copier. Et donc, c'est l'origine donc de la fabrication de ces billets qui sont vert très foncé en vérité. Et vous savez que sur chaque billet, il y a la tête d'un personnage célèbre de l'histoire des États-Unis, bien entendu. Le plus gros billet, celui de $100, porte la tête de Benjamin Franklin. Et voilà qui nous fait une transition toute trouvée pour parler de l'avarice et des avaricieux. Bonjour Elena Mordan. Bonjour, c'est vrai qu'il est l'heure, Seigneur, de effectivement parler des radins. Vous savez que c'est pathologique parfois ces personnes qui, par exemple, au moment de l'addition dans un restaurant, vont passer du rouge, du blanc au vert, c'est le cas de le dire, vont mettre à transpirer. C'est vraiment des angoisses qui nous empêchent de dépenser ou qui ne cherchent que les bonnes affaires où l'économie est une obsession. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait ou si vous vivez avec un radin, eh bien contactez-nous au 3921 ou sur europe1.fr, on a des solutions pour vous. Un radin ou une radine? Ou une radine, oui. Merci beaucoup Elena, nous nous retrouvons demain Céline. À demain Franck. Franck Ferrand sur Europe 1.